So welcome on this Saturday morning. It's nice that you are here during a weekend, and but for us it's very important to have you here because Judith is celebrating his 30th anniversary, and this is a special one because it's also in conjunction organized with this French syndicate, and we are pleased to be here in Metz. First of all, I will pass the floor to our Judith President, Paul Gatt. Good morning, friends and colleagues, Madame and Monsieur. Welcome to the 15th Congress of Judith in this beautiful city of Metz. With this pandemic dragging on for almost 2 years now, without any sight of full recovery, many plans for other important issues had to be put aside, shifting our focus towards full recovery. Us, as community managers, have been struggling to meet changing demands of our communities, in particular the most vulnerable and disadvantaged groups. We had to ensure that no one ends up in the poverty bracket. Still, we need to continue working towards reaching a number of European set goals and priorities. We have come to accept that we need to move on to a new normality. The pandemic brought about a new way of thinking, a new way of living. In actual fact, we have to admit that the pandemic forced us to think differently, made us in some way or another more creative. We are making much more use of technology, and we are not relying only on the personal contact. A case in point is this Congress, which for the first time, as far as the Congress is concerned, we have a hybrid event, a mix of physical and virtual attendance. I must say, though, that in actual fact, nothing beats the personal contact. Social contact is so important for our well-being. But at least, however, those who cannot travel can still join us. No man is an island, and thus the importance of networking, getting together to discuss ways and means how to move on to the new normality. I have no doubt that everyone has his or her own experience, and everyone has something to offer for the rest of us. Whilst presenting our experiences, we need to keep in mind that the experience is already past us. We therefore need to think ahead. We need to move on and stimulate recovery. At the same time, we need to appreciate our own importance in this whole scenario. The importance of local communities. No central government is able to reach the lowest levels of their respective communities. They are much closer to the community. Now they know their feelings and could relay information efficiently and effectively. Our communities are able to inspire us. I really hope you find this conference interesting. I have no doubt that our speakers will be a source of inspiration for us all, and you will be able to take back something with you which you will be able to apply in your workplace for the benefit of your communities. Allow me to take the opportunity to thank the French National Syndicate, SNDG-CT, for making this conference possible. And especially I would like to thank Ronnie and Simon for coordinating all the work involved. Thank you, and I wish you a good conference. Thank you, Mr. President. Thank you for your encouraging words and your view on the future. It's indeed important that we can go on in the next times ahead, and that we beat the challenges we met in these different times. I now want to give the floor to our past president, notre président fondateur, Gérard Compe, qui est disponible pour animer le table ronde qui vient.
Monsieur Compe, notre président fondateur, est aussi président de Primo France. Et alors, Gérard, c'est à vous. Merci, Ronnie. Je vais intervenir au titre de Primo pour une fois, hein, et vous dire peut-être ce qu'est Primo, parce que j'imagine que la plupart d'entre vous l'ont peut-être oublié ou ne l'ont jamais su. Primo a été créé à Strasbourg en décembre 2005, hein, avec le soutien, hein, c'est un partenariat, donc le syndicat français d'un côté et Marche, hein, la multinationale d'assurance Marche, qui a été notre premier partenaire et qui a été important, et vous allez savoir pourquoi. Il y avait aussi une banque qu'on appelait Dexia à l'époque, hein, qui était à nos côtés. Ce n'est pas ses largesses vis-à-vis de Primo qui l'ont conduit dans la situation qui fut la sienne quelques temps plus tard. Alors, Primo, c'est une réflexion sur le fait de dire il y a une particularité, un particularisme du risque public par rapport à l'ensemble des risques tels qu'ils peuvent être traités dans le secteur privé. Alors, Primo, c'est un drôle d'acronyme, hein, en fait, qui veut dire Public Risk Management Organization, hein, Primo, quoi. Alors, si vous tapez sur Google sur Primo, vous tomberez sur Primo Levi, le philosophe italien, quoi, hein, la plupart du temps. Mais maintenant, en l'occurrence, Primo Europe arrive assez bien placé dans la liste. Alors, au départ, on était un peu naïf parce qu'on pensait que sous quelques temps allait être créé le statut associatif européen. C'était dans l'air et on imaginait que cela puisse sortir très rapidement. Donc, Primo France fut pendant un premier temps le support de Primo Europe, hein. Mais par la suite, comme les choses ne se sont pas précisées, et je crois qu'il n'y a pas tellement d'espoir, enfin Simon pourrait dire autre chose, mais le statut associatif européen n'a pas l'air à l'ordre du jour actuellement. Donc, il existe une association support maintenant qui est Primo Europe, hein, et nous avons conservé une petite activité sur Primo France. Alors, je disais que le partenariat de Marche a été essentiel dans un premier temps, et notamment pour ce que vous présentera Frédéric dans un instant, à savoir la relation avec ce qu'on appelle le Global Risk Forum Davos, hein, qui chaque année publie une étude exceptionnelle, complètement exceptionnelle, sur les risques globaux, hein. Et c'est une sorte d'annexe, hein, au rapport principal de Davos. Et moi, je voudrais souligner que Primo, en 2005, on l'a oublié depuis, s'est intéressé à une pandémie qui était la pandémie H1N1. Hein, vous vous souvenez sans doute des craintes que suscitait cette pandémie. Et nous avions bénéficié d'un contrat exclusif avec les laboratoires Roche pour faire une étude sur les collectivités locales en 2005 sur leur niveau de préparation. Alors, vous savez ce qu'il en est. Il est devenu de l'étude Primo comme il est devenu des masques du gouvernement, hein. On a complètement oublié les choses. Mais pour dire que le risque pandémique, hein, est un risque identifié depuis plus de 15 ans, comme un des risques potentiels, et il est encore bien placé, bien sûr, mais j'ai regardé en 2018 le rapport du Global Risk, et en 2018, le rapport du Global Risk mettait dans à la 10e position de risque possible un risque pandémique. Donc, on voit très bien que anticiper, c'est compliqué, hein, et que tant qu'on n'est pas dans la crise, on ne réagit pas, hein. Alors que, bien entendu, le but d'une association comme Primo, c'est d'essayer d'anticiper. Ça a bien marché, notamment en France, sur les risques naturels, hein. Je veux dire, on s'est fort bien outillé, et je crois que c'est à peu près vrai partout en Europe, mais bon, je connais mieux le cas français. Voilà. Et puis, on a oublié pour les risques sanitaires qui étaient présents, mais ça, Frédéric va l'illustrer, quoi.
Thank you, Gerard. We are move forward because this morning is a short morning and we have two parts in it. The first part is now going on about the needs and risks of the effects, the impact of COVID-19 on the municipalities and the local chief executives. At 11:45, the second part will start with the presentation of Madame Dubois, Associate Professor of the Aix-Marseille University. And now we'll focus on the general impact of COVID-19 on the position of municipalities and local chief executives. So we move forward to it with the presentation of what's happening on the globe, and we can go on with the next slides, and with a short video about the biggest risks we are facing now. I hope. Short video to show you what the global and the most important, the biggest risks are at the moment, and that's we can go to the screen and to the. This is the result of the 2021 survey of the Global World Economic Forum, and especially we're looking to the upper right corner, and then you look that the infectious diseases and the climate action failure, and that's what we mentioned also in the video. Those are the most important risks. Looking at the impact of it, it's the upper way is the impact, and the horizontal way is the likelihood. Those two are the most important one. Those are the two most important issues. So Primo organized a survey to look at the 10 most important risks that we are facing, and that's the result of the when we look at 2021 infectious diseases, what I just said, climate action is number one, impact. And then we organized our study out by ourselves, and we asked our members. 139 responded to it. What for them was the most important one, the top 5 especially. 139 responded. This is what the municipalities who responded. It's quite spread out over the 5, 6 categories: small municipalities and big municipalities.
showing the number of inhabitants and showing the number of staff members. It's not representative, but it gives just an idea. In France, we had the most responses, followed by Spain, Malta, and Ireland. And 4 others responded, also spread out over Belgium, Portugal, and Luxembourg. So this is the most important one, I believe. And after these slides, we are asking our panelists to come forward to discuss this one. When we asked what is the top 5 of the short-term risks you experienced during the COVID-19 crisis, of the 10 risks, 2 risks were the most important considered by our members. When we go top down, it's the discontinuity of regular business processes. This had the most responses. Number 2, when we go down, is a financial position of central government and local authorities government. This number 2, that's why we asked Madame Dubois to speak about the financial impact of COVID-19. Other risks that were mentioned were the rapidly increasing unemployment and dependency of food banks. So that's to do with with welfare and social cohesion. What's also important to point out is the significant delays with critical policy plans. And critical policy plans going about poverty, cyber, climate, circular economy. So that's a risk that delaying these plans will have a great impact of municipalities. Other ones are possible social changes, chaos arising from out of control scenarios. A very small one was a possible discontinuity of energy supply, but if you're looking now to the energy market, there are more questions about that. And cyber threats to organization due to reduced staffing, but cyber attacks are also a hot item, even when we are facing the attacks even on Facebook, which has a big impact on those who are using WhatsApp and other media. So let's remember that the 2 important ones were discontinuity of regular business. We went into a crisis management, and the impact on the financial position of our local authorities. Second question was, please indicate your top 5 of the needs you experience. The needs, what came forward, number 1 was the proper communication and transparency protocols for employees and citizens. And the number 2 is a knowledge and skills related to effective crisis management amongst public sector. So I think we learned a lot during the last 1.5 years how to tackle the impact of COVID-19. Other ones were tools and personal protective equipment of leaders, caretakers, and citizens. That's what we all know. Also the knowledge and skills related to effective crisis management amongst public sector. We were not used to deal with crisis management in the local sector, but now that we are facing some disasters, I'm looking to in my own country with the floods that happened in the southern part of Belgium, but also in the Netherlands and in Germany. Municipalities had to face the question how to deal with crisis management. Which tools do we have? Are we resilient for that? What's happening? City public management, space management was also considered as important. So those last 2 slides are we do have to remember them because it's the start for a small discussion with our panelists.
And we are glad that we can ask three chief executives of different countries to come forward and sit on the table. We ask, first of all, Gerard as moderator. Maybe can sit here in the middle, Gerard. And then we ask Xavier Boisvert, le DGS de la commune de Mordel, Philippe Rossignol, le président de la Fédération bruxelloise en Belgique, et Karen Camilleri de Malta, de la ville de Wormi. It's difficult to pronounce, but please come forward and maybe when we have the screen, we can follow the discussion here. We have 5 to 15 minutes, Gerard, before that we can close this first part of the session. Please come forward and I give the floor to you to continue. Donc, nous allons commencer par Malte. Hein? Comment votre crise a été vécue? Quel a été l'impact du Covid sur le fonctionnement des collectivités à Malte et votre propre ressenti? Good morning to all. First of all, Malta was quite hit very bad. I think it was the first pandemic in the 1900s, since I remember, because I'm just 43 years old, so I don't remember any pandemic which damaged the system so harshly. Local authorities in Malta suffered quite a lot because we truly feel that they weren't equipped 100% with the IT infrastructure. Therefore, local councils had to act quickly and swiftly to adapt to the new systems and introduce online systems to reduce residents to come at the offices, but provide the same services on a daily basis without any halt. Hal Ormi suffered quite a lot because we lost the mayor due to the pandemic. So you can imagine, yes, he was just 46. So all the responsibility was put on my shoulder and I had to guide the local council and choose a new mayor to adapt to the situation as soon as possible. Well, I think one of the major impacts which hit the local councils was even the psychological aspect of the employees, which were afraid to come to work due to the pandemic, but couldn't risk to lose their job and were obliged to come at the local council and give their services. Therefore, we introduced even the teleworking systems, which were quite new for local councils in Malta. Even online meetings of the council members, the law states that council meetings should be held in the offices, and therefore there was pressure on the local government to issue a legal notice which stated that council meetings could be held online. Therefore, there was a continuity in the council's working system. What else? What else can I say? Qu'est-ce qui va perdurer? Je vous laisse mettre le casque. Qu'est-ce qui va perdurer dans les changements que vous avez adoptés durant la pandémie, dans le cas exceptionnel, bien sûr, du décès du premier magistrat? On comprend que les conséquences sont considérables, mais dans tout ce que vous avez mis en place à ce moment-là, qu'est-ce que vous pensez que vous allez conserver, perdurer en termes de fonctionnement? Well, we're trying to educate our residents to use much more IT services. Since we have a lot of elderly people, we are trying to fix even online lessons for them to adapt to the new systems being provided by the councils. We are even putting pressure on the central government to introduce IT systems, general IT systems, and I think they are working on an infrastructure. Therefore, residents and citizens will be obliged in the coming years to use these services online. There was even problems with the banks.
local councils face various difficulties due to, because we collect money with the deposits. And even residents were obliged to, were introduced and were obliged to adapt to the systems by the banks. Therefore, even residents are starting to use more the online banking online systems to pay for the services being provided by the council. So we are trying to educate our residents. We're providing lessons for those who are not, let's say, who are not have no familiarity with IT systems, so that we can provide the service, they can adapt to the new situations, and we'll move on. Très bien. Nous retiendrons cette première conséquence qui est un accroissement, accélération de la digitalisation, de l'accès informatique, notamment des personnes qui aujourd'hui peuvent en être exclues. D'ailleurs, c'est dans la tradition de modernité, je vais dire, de Malte qui s'est engagé quand même dans la voie de la révolution numérique depuis un certain temps. Je vais passer la parole maintenant à Philippe Roussignol, qui est de la Fédération bruxelloise et qui ont l'avantage d'avoir réuni une table ronde. Il va nous en parler avec certains de ses collègues, dont je crois les luxembourgeois, et qui a produit des conclusions, des réflexions, moi, qui m'ont paru très intéressantes. Philippe, on vous écoute. Merci, Gérard. Donc, effectivement, on a eu l'opportunité d'organiser une petite table ronde dans des conditions peut-être un peu particulières parce que nous étions finalement que 3, mais c'était en partie dû au fait que les collègues wallons qui auraient dû participer, pas mal de collègues ont été victimes des inondations de l'été dernier. Néanmoins, avec le collègue luxembourgeois, les collègues wallons, le président wallon, il a récolté un peu le ressenti des gens. Et donc, on a fait un petit document sans prétention. Donc, je pense qu'un premier aspect qu'il faut quand même souligner, c'est que finalement, avant d'être DG, on est habitant. Et donc, on souffre en tant que personne aussi de cette situation particulière. On nous supprime les contacts sociaux, la fermeture de l'ORECA, les coiffeurs. C'est peut-être bizarre de citer le coiffeur, mais à un certain moment, quand on ne sait plus se faire couper les cheveux, ça crée quand même des difficultés psychologiques, c'est des charges. Certaines personnes ont honte encore de se montrer. Il n'y a plus de moyens de voyager. Il y a des contraintes sanitaires, masques, gel, etc. Et donc, je pense qu'en tant que DG, c'était le premier obstacle à franchir. D'un autre côté, bon, par rapport au fonctionnement des DG, du côté wallon, on a indiqué que le télétravail, c'est quelque chose qui a apparu de manière plus visible qu'avant, mais qu'il y avait quand même une grande différence entre les grandes communes et les petites communes. Dans des grandes entités, c'était plus facile à instaurer parce que le télétravail étant obligatoire, il y avait des structures, etc. Donc, il y avait moyen de mettre pas mal de gens en télétravail. Dans des petites entités, les gens devaient être au four et au moulin. Et donc, on dû aussi assurer la continuité du service sur place. Donc, c'était une petite difficulté. Donc, et puis, d'un jour à l'autre, il faut basculer en télétravail. Certaines communes n'avaient pas suffisamment de matériel parce que télétravail, c'est bien quand les gens ont un ordinateur à la maison, qu'on peut leur donner des PC portables, c'est relativement facile. Donc, en région bruxelloise, on n'a pas eu tellement de difficultés à ce niveau-là, mais je constate que du côté de nos collègues wallons, dans les petites entités, c'était un peu plus compliqué. Et puis, le télétravail, ça implique aussi qu'il faut gérer de manière différente les choses. On ne tient pas de la même manière une réunion à distance qu'on le fait en physique. Les contacts ne sont pas les mêmes.
Donc, c'était quand même une barrière à franchir. Du côté des collègues du Luxembourg, ils n'ont pas ressenti ça de la même manière parce qu'ils étaient assez avancés dans le développement technologique, service aux citoyens. Donc, ça posait moins de problèmes de fermer les services et de travailler sur rendez-vous. Dans certaines petites communes, il y avait même le DG, quand il y avait des difficultés dans le village, c'était lui-même qui allait apporter les médicaments. Elements which are very important, and our colleague, a lady, mentioned the psychological aspect. People were afraid. About 20 people passed over and died. So the caring people, healthcare people, needed masks, needed overalls, and it was difficult, to find the protection means and the equipment and the protection equipment. And as soon as we had the protection equipment, as soon as it was supplied, I don't know. Mais ça fait revenir les gens au boulot aussi. Donc, ils ont eu moins peur pour venir travailler. Et donc, de notre côté, surtout la première vague, c'était surtout la gestion d'une crise auquel on n'a jamais été confronté. Donc, c'était principalement la gestion de cette crise, plus gérer le travail. Effectivement, dans le travail, il y a toute une série de choses qui ont été modifiées, des réunions à distance. Quand c'est pour réunir le collège de bourgmestre-Échevin, donc le maire et ses adjoints, ça va, c'est une petite entité. Mais quand il faut réunir le conseil municipal à distance, c'est pas si évident. On peut avoir du matériel, mais on a connu des interruptions Wi-Fi. Il fallait aussi que le Wi-Fi chez les gens soit performant. Donc, voilà, je pense que pour un premier tour. Merci pour ce premier tour d'horizon. On reviendra peut-être que sur vos enseignements ultérieurement. Alors, je vais m'excuser par avance, c'est peut-être aussi l'ancien militaire qui va parler, parce qu'en gestion de crise, j'avoue que j'ai un peu eu cette chance d'avoir pendant 11 ans œuvré dans l'armée et du coup géré pas mal de contextes de crise et m'être préparé à ce genre de choses. Et je remercie Karen d'avoir rappelé un peu le sens de tout ce qu'on a fait et de ne pas nous oublier aussi qu'on a vécu des choses dramatiques, le côté humain, la santé. Pour ma commune, on n'a pas été loin de perdre un des adjoints dès le début. Donc, c'est vrai qu'on a eu assez peur aussi. Et ça a été quand même un contexte psychologique qu'on peut oublier toujours. Ce contexte de crise, on peut l'oublier une fois qu'on en sort. Mais il ne faut pas oublier pourquoi on a fait ça et le contexte. Moi, je propose de rebondir et très rapidement sur l'enquête très intéressante qui nous a été présentée. La discontinuité de l'activité, qui a été le risque majeur qui a été mis en avant. Je pense que dans les communes françaises, on a cette chance d'avoir des plans communaux de sauvegarde, notamment aussi des plans sur la pandémie grippale, des plans sur la canicule. On a beaucoup appris de différentes crises passées. Et du coup, on a été évidemment surpris comme tout le monde. Quand on a eu le shutdown complet, c'était évident et inédit que ça allait être dur. Mais finalement, c'est très vite rétabli parce qu'on a cet entraînement-là quand même. Et je conseille vraiment à toutes les collectivités d'Europe de venir voir. Il y a des très bons plans communaux de sauvegarde de toutes les strates de communes qui sont en général sur les sites internet des communes. À condition de les traduire, et ce serait peut-être intéressant qu'on s'y mette de ce point de vue-là. Et je pense que c'est intéressant de se dire ces plans de prévention des risques ou de réaction à l'aléa. Merci Gérard et merci. Il faut les avoir, il faut les mettre en œuvre. Et on a des entraînements sur les plans communaux de sauvegarde qui sont assez. Et moi, ma commune, on s'était entraîné 2 ans avant avec la préfecture sur éventuellement une inondation majeure ou un accident de type industriel. Donc oui, discontinuité de l'activité et maintenant, je pense qu'on doit passer dans les plans de continuité de l'activité. Ça, il va falloir qu'on imagine ça pour tout le monde et je pense que c'est la suite logique des plans communaux de sauvegarde. L'impact financier pour nous, aujourd'hui, je pense qu'il n'est pas encore concret, mais on a cette inquiétude-là d'avoir évidemment un impact direct dans nos dotations de fonctionnement. Nous verrons bien.
Pour les biens de première nécessité, oui, effectivement, le troisième dans les top 3 des risques, c'est celui que j'ai noté. Il y a eu un mouvement de la société civile qui s'est rué, voilà, comme partout, je pense, dans les commerces, et il y a eu des pénuries qui ont été constatées. Mais finalement, la bonne nouvelle dans tout ça, parce qu'on parle beaucoup de transition, et je pense que ce sera le thème principal de l'UDIT et de l'Europe dans les années à venir, ce sera la bonne nouvelle, les circuits courts. La société locale s'est restructurée et a réussi quand même à un moment donné à ne pas avoir de pénurie, en tout cas à ma connaissance en France, grave sur les biens de première nécessité. Voilà, donc ça c'était important de se le dire. Sur les besoins, c'est intéressant aussi. La communication efficace, adaptée, claire sur les protocoles, c'est ce qui nous a manqué. Et je comprends que les collègues massivement disent en fait, ça a tout le temps changé et ça change encore aujourd'hui. La rentrée scolaire de cette année en France, elle a été avec des nouveaux protocoles. L'important, je pense, c'est d'espérer en tout cas qu'on soit tous en capacité de capitaliser ce qu'on a fait, parce qu'on a fait des choses plutôt bonnes. Mais voilà, c'est difficile, et je dirais même qu'on parle beaucoup de résilience. Avant la résilience, il va y avoir le retour à la normale, et on n'y est pas encore. Voilà, donc ça, c'est vraiment pour moi le sujet de travail de nous tous dans les mois à venir. Deuxième besoin que j'ai noté dans ce que Ronnie nous a présenté, c'était le management de crise. Oui, on est des professionnels, donc c'est logique. On va devoir être meilleur dans la gestion de crise. Comme je vous le disais, moi, j'ai été formé à la gestion de crise depuis très longtemps. J'ai encore des contacts nombreux dans les états-majors à Paris qui m'ont dit effectivement, on ne partage pas tous en interministériel la gestion de crise et en interfonction publique la gestion de crise. On n'a pas du tout la même vision que l'hospitalière, que l'État de la notion de gestion de crise. Et le ministère de l'Intérieur, l'Éducation nationale ou le ministère de la Défense n'ont pas la même vision de ce que doit être la gestion de crise. Tous ces gens-là, il va falloir qu'on arrive à se mettre ensemble et à partager un socle commun sur la notion de crise et de gestion de cette crise. Et évidemment, pour finir sur les besoins, je partage totalement le besoin d'une ressource humaine qui est préservée. Justement, encore une fois, l'ancien militaire, c'est la principale ressource de l'armée, c'est l'humain, c'est le soldat. S'il n'y a pas de soldat, il n'y a pas d'armée. Et c'est pareil pour nous. On est en première ligne dans les collectivités, le gouvernement local. On doit avoir des personnes capables de tenir la distance, de se remettre aussi des chocs qu'on prend les uns après les autres. Et le soutien psychologique me semble être, en tout cas, dans un certain nombre de cas où les gens sont vraiment exposés à des chocs importants, une piste indispensable à creuser. Merci Xavier. On voit avec ces trois interventions en pointillé se dessiner ce que pourrait être demain ces plans de crise, ces adaptations nouvelles, mais qui deviennent beaucoup moins spécialisés, mais qui doivent être englobants. Ça, je crois que c'est important, qui va effectivement du maraîcher du coin, pour moi, jusqu'à la compagnie fournisseur de services à très haute valeur ajoutée. Je crois que c'est un ensemble et que c'est une chaîne. Et cette chaîne, il faut qu'elle soit bien nouée, comme toutes les chaînes. Et puis, je voulais vous remercier sur un point très particulier qui m'est cher, c'est que vous n'avez pas employé le mot résilience. Je n'ai pas fait attention. Tellement je ne voulais pas l'entendre, que je n'ai pas remarqué que tu l'avais employé. J'ai dit qu'il ne fallait pas encore parler de résilience. En fait. C'est très bien. C'est très bien. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que lors de nos premiers travaux dans Primo, nous avons abordé, il y a très longtemps, le terme résilience. Tout le monde nous a dit qu'est-ce que c'est ce truc? De quoi il parle Et en fait, je l'ai rappelé l'autre jour, c'est un terme au départ psychanalytique. Il ne faut pas l'oublier. Et si on veut bien comprendre la résilience, il faut simplement se mettre dans cette acception individuelle d'un mal intérieur. Voilà. Enfin, je ne vais pas vous faire un débat sur la résilience, mais vous m'avez fait plaisir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en parler. Il faut en parler en bon escient et pas comme celui qui faisait la panacée universelle. Voilà. Okay. The second part of this morning is we are going to focus on the financial impact of COVID-19. As you know, yesterday, it's a hot item. It's a hot item because everybody is focusing now on the financial impact. Yesterday, there was already a workshop which was led by Françoise Clerc-Delté-Descaux,
She was very sorry she couldn't come because there is another session she had to attend this morning. As you know, she's following for the French Syndicate the financial aspects of local authorities. And yesterday we also had an introduction by a delegate of the OECD, which was very interesting, showing that there is a lot of diversity between local authorities, and that it's difficult to compare. It's not difficult to compare, but you see the diversity. It's a municipality in an urban region or in outside the big cities. It's totally different. We have municipalities located in a touristic area, or it's a more farming municipality. It's a big difference. So, and the impact of the financial is phenomenal because of the impact on local businesses, because of the impact on the citizens who are working in the care sector and so on. So we had already some information yesterday, but it's also interesting to know the outcome of the European study that Madame Dubois has led in the last couple of months or year. And now we're trying to connect with her. Do you hear me, Madame Dubois? Est-ce que vous m'entendez? Yes, oui, absolument. Bon, soyez le bienvenu chez nous. C'est intéressant de savoir quels sont les résultats de votre étude. J'ai bien compris que vous voulez le présenter en français, mais il y a une traduction. Alors, on peut suivre votre présentation. Alors, la parole est à vous et après, nous demandons à notre collègue ici de Malte, de Belgique et de France de faire un commentaire, des réactions, des observations et voilà. Alors, j'ai été bien mal introduit par Monsieur Combe qui me dit qu'il ne veut pas entendre parler de résilience, mais c'est quand même le sujet de notre recherche. Alors, il dit que c'est parti d'une compréhension individuelle, c'est un petit peu plus large, et à mon sens, ce n'est pas parce qu'un terme est fortement utilisé à tout va et à tort et à travers qu'il ne garde pas un sens utile, et peut-être qu'à ce moment-là, mon statut d'académique qui va pouvoir repréciser ce qu'on entend par résilience et comment nous l'avons mis en œuvre dans le cadre de la résilience financière, le convaincra que ça reste un terme utile, même s'il ne doit pas évincer toutes les compréhensions qui existent. Alors, je suis maître de conférence à l'Institut de Management Public et Gouvernance Territoriale et je travaille avec une équipe de recherche européenne en Allemagne, en Angleterre, en Italie et nous avons mené une étude grâce au soutien, entre autres, du SNDGCT qui nous a permis de faire un questionnaire sur les capacités des collectivités face à la crise du Covid-19. Alors, ma slide suivante, on sait que les gouvernements, depuis un certain nombre d'années, et les collectivités assistent à une escalade de la fréquence des événements imprévus, que ce soit des inondations, des feux de forêt, des accidents industriels, des grèves, des attentats, et puis aujourd'hui la pandémie de Covid-19. Ces crises poussent évidemment à explorer, à comprendre comment les gouvernements continuent à fonctionner, même dans des conditions qui sont très, très défavorables, et comment ils s'adaptent rapidement en cas de crise. Dans ce contexte d'incertitude croissante, le concept de résilience me semble offrir et nous semble offrir à notre équipe de recherche des pistes de réflexion intéressantes. Alors c'est vrai que ce terme est, selon les pays, assez peu connu. Il y a quelques années, quand on a commencé nos études en France, c'était un terme très peu usité, très peu connu. Qu'est-ce qu'on entend? Donc un travail de définition, si vous voulez bien passer à la slide suivante. Un travail de définition est important pour bien appréhender ce qu'on entend. Ça ne
ça ne s'entend pas qu'au niveau individuel, bien évidemment. La résilience, c'est une capacité à faire face au choc et à l'incertitude. Deux approches de la résilience peuvent être distinguées. La première consiste à comprendre la résilience comme la capacité à réagir efficacement aux crises, à absorber les chocs afin de revenir au plus vite à la normale ou à la situation d'avant-crise. En anglais, on utilise le terme de bounce back. Cette deuxième conception de la résilience, c'est plutôt une approche évolutive dans laquelle les organisations vont évoluer en anticipant les crises et en s'adaptant rapidement aux nouveaux défis. On parle là plutôt de bounce forward. Ces crises, globalement, fragilisent les collectivités et elles ont un impact sur leurs finances parce qu'elles viennent toucher, à travers leur diversité, les niveaux de dépenses et les niveaux de recettes des collectivités. Le concept de résilience financière que notre équipe de recherche mobilise apporte du coup un regard conceptuel un peu renouvelé pour appréhender la gestion financière et la façon de faire face aux chocs financiers. Alors, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ça s'appuie sur plusieurs années de recherche sur la résilience financière des collectivités réalisées par cette équipe de chercheurs européens parmi lesquels je travaille. Alors, juste, je vous ai mis quelques éléments pour appuyer ce qu'on vous dit. Donc, dans un premier temps, nous avons mené des études exploratoires auprès de collectivités jusqu'à 11 pays, dans lesquelles nous avons essayé de comprendre les impacts de la crise financière. Ces études ont largement contribué à mieux définir et comprendre les dimensions de la résilience financière. Dans un deuxième temps, nous avons pu mener des enquêtes par questionnaire. Une première étude en 2017-2018 a permis de mieux appréhender les stratégies des collectivités face au Brexit, face à la crise des migrants, mais face aussi à la crise financière. Et puis, l'étude que je vais vous présenter aujourd'hui, donc c'est la slide d'après, l'étude que je vais vous présenter aujourd'hui porte sur la pandémie de Covid-19 avec des résultats qui nous ont permis, qu'on est en train encore d'étudier. Donc là, ce que je vais vous présenter, c'est un premier élément de réponse. Évidemment, nous avons complété nos recherches par des réflexions conceptuelles. Donc, quand nous parlons de résilience, nous ne voulons pas éradiquer les autres termes. Pour autant, nous avons fait un travail de définition et de compréhension qui est intéressant. Alors, la slide d'après, je vous ai mis un petit élément sur cette enquête que nous avons menée. Donc, dans 4 pays, la France, l'Allemagne, l'Italie et la Grande-Bretagne. Nous avons obtenu 600 réponses, alors un peu plus en France, mais là, les résultats que je vous présente sont sur la population que nous avons ciblée, c'est-à-dire les communes de plus de 15 000 habitants. Et nous avons interrogé des directeurs généraux financiers, mais aussi d'autres services cœur. Alors, quand on parle de résilience financière, sur la slide d'après, je vous propose la définition que nous utilisons. C'est la capacité des collectivités à anticiper, à absorber et à réagir aux chocs qui affectent leurs finances, ainsi que leur niveau de service public. C'est donc la capacité à créer et maintenir des marges de manœuvre financières suffisantes pour assurer la combinaison politiquement souhaitée de qualité de service et de coûts et donc de fiscalité. Ça permet de contribuer constamment et activement aussi à la création de valeur publique. La résilience financière participe à la résilience de l'organisation et de son territoire. Alors voilà les modèles. Le modèle que nous avons mis, et grâce à nos différentes études empiriques, voici les dimensions qui nous semblent expliciter et permettre de mettre en avant des profils de résilience. La résilience, ça n'est pas un état déterminé, c'est une combinaison dynamique de plusieurs dimensions. Un choc financier, tout d'abord, qui va agir comme un élément déclencheur, et puis des capacités et une vulnérabilité qui vont interagir dynamiquement face au choc, mais aussi en anticipation au choc. Face au choc, finalement, nos résultats montrent que l'importance non seulement d'un environnement institutionnel et économique propice, mais aussi de l'importance de nourrir et d'exploiter des capacités d'anticipation, d'adaptation et de transformation. Par capacité, nous entendons la combinaison de capacités organisationnelles, de compétences, de ressources, d'habiletés, de stratégies qui vont permettre à l'organisation de réaliser ses missions. Alors, ce que je me propose, c'est de vous détailler ces dimensions, à chaque fois en les illustrant par les résultats de notre enquête. Alors, avant ça,
Ce modèle oui, non, c'était très bien la slide là. Voilà, ce modèle de résilience que je viens de vous présenter, en fait, il se traduit dans un outil qui doit être logiquement au niveau organisationnel pour évaluer la résilience d'une organisation, le niveau de développement de ses différentes capacités, de ses vulnérabilités, afin d'identifier les points forts et les domaines critiques et de construire et de développer ces capacités de résilience. Alors là, ce que je vais vous présenter, c'est des résultats généraux par pays, mais l'objet, le questionnaire que nous avons développé est basé sur cet outil que nous sommes en train de développer parce que nous voulons que nos recherches soient pratiques et puissent permettre aux organisations et en particulier aux collectivités, puisque c'est là notre cible, de développer leur résilience. Alors, la première dimension de ce choc, sur la slide suivante, c'est tout ce qui a trait à l'environnement et au stress et au choc. Donc, il s'agit des événements internes ou externes, inattendus, qui vont avoir un impact significatif et durable sur les finances et puis sur le niveau de service public. Ça peut être un choc directement financier ou qui, comme le Covid, va impacter indirectement les finances. Ça peut être un choc objet, mais ça peut être aussi un choc qui va résulter d'un affaiblement progressif de l'organisation du fait de pratiques potentiellement comme les mesures d'austérité qui sont venues affaiblir les organisations. Alors, dans notre enquête, nous avons demandé aux répondants comment la crise du Covid-19 les avait affectés financièrement. Il s'avère qu'elle a impacté négativement la situation financière des collectivités, comme vous pouvez le voir sur le premier ensemble de graphes à gauche, mais de façon moindre en France. Nous observons aussi à droite un impact négatif sur les revenus générés en local, tels que les taxes locales, les impôts financiers, les redevances, et cet impact a été particulièrement négatif en Italie. Dans tous les pays, à droite au milieu, le Covid ne semble pas avoir affecté le soutien financier externe des collectivités, particulièrement en Italie, où les collectivités locales semblent avoir subi un effet très positif du fait d'importants soutiens du gouvernement central. Et à gauche, on voit l'impact sur la capacité globale du niveau de service qui est légèrement négatif, un peu plus marqué en Grande-Bretagne. Donc les collectivités locales, françaises et italiennes en particulier, ont vraiment pu continuer à fournir des services malgré la crise. La deuxième dimension de notre modèle, c'est la vulnérabilité. Ce n'est pas la vulnérabilité objective, c'est la vulnérabilité telle qu'elle est perçue. C'est le sentiment de maîtriser ou pas sa vulnérabilité, c'est-à-dire la capacité de gérer ces vulnérabilités, d'influencer ses sources, qui ressort de nos enquêtes et qui semble affecter la manière dont la crise et dont les conséquences de la crise sont interprétées. Et c'est parce qu'on a cette interprétation de nos vulnérabilités qu'on va donner ou pas de l'attention à la crise et qu'on va donner lieu à un certain nombre d'actions. Donc des facteurs externes et internes peuvent contribuer à la vulnérabilité, qu'il s'agisse de vulnérabilité financière ou de chocs extra-financiers. Alors, dans notre enquête, nous avons demandé aux collectivités comment elles évaluaient les vulnérabilités extra-financières et nous avons montré que les vulnérabilités perçues les plus importantes révèlent des domaines sociodémographiques, dont vous voyez en particulier en Angleterre, donc tout ce qui est vieillissement, éducation, population décroissante. Dans un deuxième niveau, tout ce qui est socio-économique, dans ce qui est lié à la pauvreté de la population, où là encore, les collectivités britanniques se sentent plus vulnérables que leurs homologues européens. Et puis économique, donc tout ce qui est lié à l'emploi, à l'attractivité. Les vulnérabilités liées à la réglementation viennent ensuite, par exemple, tout ce qui va être régulation contraignante ou changeante. Et de façon plus modérée, les vulnérabilités liées aux conditions climatiques extrêmes, qui apparaissent plus faibles dans tous les pays. Nous avons également demandé, sur la slide suivante, quelle vulnérabilité après la crise de la Covid-19, puisque ça, c'était l'appréhension des vulnérabilités en général, mais après la crise de la Covid-19. Alors, plus c'est rouge et orange, plus la vulnérabilité après la crise sera importante. Nous avons enquêté sur deux éléments, le niveau de service et la situation financière. À droite, on note que une majorité de collectivités, beaucoup de rouge et de orange, anticipent que la crise va détériorer leur situation financière dans un an, alors qu'elles sont à droite, à droite la situation financière, à gauche le niveau de service, alors qu'elles sont moins nombreuses à anticiper une dégradation de leur capacité de service.
Est-ce que c'est le signe d'une remise au devant de la scène de l'importance du service, même s'il doit venir un peu affaiblir la situation financière? La question reste ouverte. En tout cas, les collectivités s'apprêtent à garder leur niveau de service tout en anticipant une détérioration de la situation financière. Alors, dans notre modèle, sur la slide suivante, nous avons montré que la résilience financière est également fonction des capacités qu'elle a en interne et qu'elle sait développer. Et en particulier, les capacités qu'on a appelées capacités d'anticipation. Ces capacités d'anticipation font référence à la disponibilité d'outils, de compétences, de ressources qui permettent d'identifier et de comprendre les vulnérabilités des collectivités et de les gérer. Il s'agit également de la capacité, attendez juste encore un instant, il s'agit également de la capacité à anticiper certains chocs et à reconnaître et comprendre rapidement la nature et l'impact que ces chocs peuvent avoir sur les résultats financiers. Donc, ça peut être aussi bien des outils de prospective ou de processus de surveillance, mais c'est aussi un ensemble de capacités organisationnelles comportementales telles que celles que je vais vous développer là, la surveillance, l'échange d'informations ou la capacité d'esprit critique. Alors, la première compétence que nous avons regardée, c'est les capacités de surveillance. Donc, à chaque fois, je vais vous présenter les résultats sous forme de radar, comme ça, où chaque pays, donc par exemple la France en vert, l'Italie en rouge, va avoir un point sur les 4 capacités que nous avons étudiées. Plus le point est éloigné du centre, plus les capacités sont perçues comme développées. Donc, un premier ensemble de capacités, celles qui ont trait à la surveillance de l'environnement externe et interne, externe en particulier, pardon. On voit par exemple que là, le graphe vert, donc celle des collectivités locales France, est plus large que les autres homologues européens. On peut penser qu'elles perçoivent leur capacité de surveillance de l'environnement externe, en particulier réglementaire, de façon assez développée. Les collectivités, par contre, allemandes, vont montrer plus d'avance sur tout ce qui va être surveillance de l'environnement technologique, par rapport aux collectivités, par exemple, italiennes, qui sont moins développées là-dessus. Un deuxième ensemble de capacités d'anticipation sur lequel nous avons enquêté, c'est à quel point les collectivités échangent de l'information constamment réciproquement. On voit ici, en particulier en externe, hein, avec les autres organisations, on voit sur la gauche du graphique que les collectivités françaises en vert vont échanger fortement avec les associations de praticiens professionnels et beaucoup moins avec le gouvernement central, où c'est beaucoup plus développé, cette coordination et échange avec le gouvernement central en Allemagne et en Grande-Bretagne. D'ailleurs, en France, c'est vrai qu'on a montré que le rôle des associations de praticiens avait été assez fort pour dialoguer avec l'État et avec le gouvernement central, puisque les relations étaient effectivement beaucoup plus tendues avec le gouvernement central. La troisième capacité d'anticipation. Alors, toutes ces capacités d'anticipation, elles viennent d'une étude de la littérature qui a permis de mettre en avant ce qui pouvait constituer des capacités qui permettent aux collectivités de considérer qu'elles sont résilientes ou en tout cas de participer à leur résilience. Donc, ce n'est pas des capacités prises au hasard, c'est vraiment une étude globale de la littérature pour essayer de faire émerger ce qui peut constituer des capacités de résilience. Alors, l'autre élément, un troisième élément, c'est tout ce qui est relatif à l'évaluation des vulnérabilités. Alors là, ce sont les collectivités anglaises qui montrent de très bonnes capacités dans ce domaine. Alors, l'intervenant qui est intervenu avant, excusez-moi, je n'ai pas bien capté votre nom, parlait des plans communaux de sauvegarde à toutes les strates qui étaient assez développés en France. Alors, effectivement, on voit qu'en France, le radar est quand même assez développé aussi. Mais c'est vrai qu'en Angleterre, elles montrent de très bonnes capacités dans ce domaine et ils ont une réglementation très exigeante qui exige un plan d'évaluation des risques et qui va être souvent inspecté par des auditeurs internes et externes, avec un registre des risques, etc. C'est très respecté et très développé. Donc, on voit ici l'impact aussi de la réglementation nationale, parfois pour pousser les collectivités à développer des capacités d'anticipation. Dernière capacité d'anticipation que nous avons, sur laquelle nous avons enquêté, c'est tout ce qui est lié à la pensée critique, critical thinking, la pensée critique des agents. Nos résultats montrent que si les habitudes de fonctionnement sont plus difficiles à remettre en question, par exemple en France, les agents sont quand même souvent encouragés à signaler les problèmes et à, dans une moindre mesure, exprimer différents points de vue, signaler les mauvaises informations.
Les collectivités italiennes, en revanche, montrent un peu plus de retard dans cette catégorie, qui est une capacité d'anticipation assez importante. Ensuite, dans ce cadre de ces capacités d'anticipation, une capacité semble également importante, c'est ce qu'on appelle en anglais le sense-making, en français la capacité à faire sens, la traduction n'est pas aisée, qui semble clé pour se préparer aux crises. Il s'agit de l'habilité à comprendre le sens et la nature des crises, grâce entre autres aux expériences vécues. Ça permet de se construire une compréhension du monde qui va influencer l'action. Le sense-making va déterminer la façon dont l'information va être recueillie, scannée, intégrée. Pourquoi est-ce qu'on va se construire une perception plutôt positive ou négative de la crise? Est-ce qu'on va plutôt avoir un sentiment de contrôle ou au contraire de fragilité? Et sur la base de ce sens qu'on va donner à la crise et à cette capacité à faire sens, on va décider d'action. C'est parce qu'on se sent en contrôle ou au contraire en fragilité que les actions déterminées vont pouvoir être différentes. Alors, nous avons enquêté en particulier, je vous montre juste une slide sur ce sense-making, quel sens est donné à la crise par les collectivités interrogées. À gauche, est-ce que la crise est perçue comme une menace? À droite, est-ce qu'elle est perçue comme une opportunité? Plus c'est rouge, plus c'est une menace à gauche, plus c'est vert, plus c'est une opportunité à droite. Ce qui est intéressant, par exemple, c'est de voir le parallèle entre les collectivités britanniques qui, d'une part, perçoivent le Covid-19 comme une menace majeure, plus souvent que leurs homologues des autres pays, mais qui également y voient une opportunité majeure ou considérable, puisqu'à droite, on voit qu'il y a beaucoup de vert. En revanche, la crise est une menace majeure pour une minorité de collectivités allemandes, et près d'un tiers des collectivités n'y voient vraiment aucune opportunité. Donc là, il y a quelque chose qui pourra peut-être venir expliquer d'ailleurs le fait que, on va le voir, les capacités des collectivités britanniques sont assez développées. Donc la crise est une menace, mais elle est aussi source d'opportunités et de développement. Alors ensuite, les autres capacités sur lesquelles nous avons basé notre modèle, c'est les capacités qui se déclenchent au moment de la crise, les capacités de réaction, les coping capacities, to cope with the crisis. Donc il s'agit des ressources et des capacités qui permettent de faire face au choc, qui permettent de gérer les vulnérabilités. Elles peuvent être révélées au moment de la crise, pendant la crise. Alors nous avons développé plusieurs types de capacités. C'est les capacités dites tampons, d'absorption, qui sont les buffering capacities en anglais. Par exemple, l'utilisation des réserves financières, les coupes rapides qu'on va faire dans les dépenses et des services pour pouvoir récupérer un peu des marges de manœuvre. Un deuxième niveau de capacité d'anticipation un peu plus large, c'est les capacités d'adaptation. On va innover pour de manière marginale peut-être, mais avoir de nouvelles façons de faire les mêmes choses, mais développer des nouvelles façons de faire. Le troisième niveau que nous avons mis en avant, c'est l'existence beaucoup plus rare de capacités de transformation. Et là, c'est des changements plus radicaux. Par exemple, la capacité à remettre en question les objectifs traditionnels de l'action publique. Parfois, le développement de ces capacités, parfois même les capacités de tampon, quand on utilise un peu trop ces marges de manœuvre, on va développer une vulnérabilité vis-à-vis des crises suivantes, alors que les capacités de transformation auront plutôt tendance à limiter la vulnérabilité. Alors, quelles sont les dimensions de ces capacités à faire face que nous avons identifiées dans la littérature et sur lesquelles nous avons enquêté dans notre enquête? La première, c'est tout ce qui va être rapidité et bricolage. Alors, je ne vais pas vous développer tous les résultats, mais par exemple, le traitement rapide des informations, la prise de décision opportune, la combinaison rapide des expertises collectives. Ici, les collectivités allemandes et italiennes montrent un peu plus de retard par rapport à leurs homologues britanniques ou anglaises. Un deuxième niveau de capacité de réaction, c'est tout ce qui est adaptabilité, capacité à innover, à développer de nouvelles compétences et de connaissances. De nouveau, là, les collectivités britanniques montrent un développement plus poussé des capacités à faire face. Alors, attendez un instant, je bois. Les collectivités françaises, elles, par exemple, à droite, vous pouvez voir qu'elles montrent une adaptabilité assez rapide des agents, un bon niveau de compétence ou d'assimilation.
Ces types de capacités sont vraiment ressortis pendant la crise. On a, en tout cas en France, beaucoup eu de témoignages de collectivités qui ont témoigné de l'adaptabilité de leur agent. Madame à Malte faisait aussi preuve de cette adaptabilité dans des conditions assez difficiles, des agents à télétravailler, à bouleverser les niveaux hiérarchiques, à adapter leurs activités pour prendre en charge des actions nouvelles liées à la crise, pour pallier parfois aux défaillances de l'État. Donc, quand même des collectivités qui témoignent d'un niveau relativement développé, même si encore modéré, de ces capacités. La dernière capacité sur laquelle nous avons enquêté, il s'agit de tout ce qui va être développement de collaboration en interne et en externe. De nouveau, les collectivités britanniques semblent à nouveau encourager davantage que les autres collectivités des 3 autres pays. En matière de collaboration externe, sur la gauche de mon graphe, les collectivités locales françaises, mais aussi italiennes, semblent ne pas avoir réussi à établir des relations solides avec des organisations, la question portée en particulier sur les collectivités, qui pourraient compléter ou venir remplacer leurs services en cas d'urgence ou d'adversité. En revanche, les collectivités allemandes ont davantage développé cette compétence. Alors, en France, on a eu pourtant évidemment des témoignages de mutualisation, d'achat de masques avec des collectivités qui sont clairement des exemples de collaboration externe développée pendant la crise pour faire face, donc vraiment des capacités à faire face. En revanche, les collectivités françaises ont davantage travaillé avec les acteurs du territoire. Et c'est vrai qu'on a entendu parler d'expériences comme la mise en place de plateformes numériques collaboratives pour animer des réseaux associatifs de solidarité ou la structuration de chaînes de production de masques, puisqu'en France, on a eu une pénurie assez importante de masques. En interne aussi, face à la crise, on a vu se développer des collaborations entre départements, des bouleversements des relations hiérarchiques, plus de transversalité, même si ça n'est pas développé de la même façon dans tous les pays. Alors voilà, ces niveaux de capacité de résilience, sur la slide suivante, je reprends mon modèle. Et ce que nous avons imaginé, ce que nous avons détaillé, alors je ne vais pas le détailler aujourd'hui, mais par exemple, face à la crise financière de 2018, nous avons mis en avant des profils de résilience très différents selon les niveaux de vulnérabilité, mais également selon les niveaux de capacité d'anticipation, de capacité à faire face. Des collectivités peuvent avoir des vulnérabilités faibles, mais être conscients du rôle d'avoir une perception de contrôle de la situation et se dire, malgré la difficulté de la situation en interne, nous avons la possibilité de développer des capacités et nous allons trouver des solutions, alors que certaines collectivités beaucoup plus fatalistes, très vulnérables, se disaient je ne peux pas en interne trouver des solutions, ça viendra forcément de l'extérieur. Puis on avait des collectivités très proactives, conscientes de leur vulnérabilité, qui avaient développé des capacités d'anticipation justement pour faire face à ces vulnérabilités, et d'autres qui se reposaient sur leur laurier, riches, dans une bonne situation financière, en se disant on a toujours le moyen, et qui ne développaient pas des capacités d'anticipation, qui avaient une mauvaise compréhension de leur vulnérabilité, et qui du coup, après la crise, se retrouvaient dans une vulnérabilité plus importante. Alors, ces profils de résilience, nous allons essayer de les mettre en avant. Pour l'instant, le travail n'a pas encore été fait face à la crise de la Covid-19, mais ces différents niveaux d'anticipation, de capacité à faire face, de vulnérabilité vont dessiner des façons très différentes de faire face à la crise et donc des actions très différentes. Alors, en conclusion, au niveau organisationnel, nous avons observé des résultats très différents qui montrent justement des profils variés de résilience, résultant de cette interaction dynamique entre niveau de vulnérabilité et les capacités de résilience. Alors, sans mettre des grandes généralités, mais disons deux éléments qui ressortent au niveau national, mais c'est des moyennes, donc ça cache une grande diversité de collectivités à chaque fois et de situations, mais des capacités qui sont plus développées dans les collectivités britanniques, qui ont vu dans la crise des opportunités de transformation, et des collectivités italiennes, au contraire, qui sont un peu plus passives et qui ont des capacités moins développées. L'objectif n'est pas de vraiment faire des profils par pays, mais de mettre en avant des tendances et surtout de pointer ce que peuvent constituer ces capacités. Et au niveau individuel, elles peuvent constituer, c'est là l'objet de notre outil d'autodiagnostic, elles peuvent constituer un outil de diagnostic pour se dire, bah, tiens, sur telle ou telle capacité, notre collectivité est plutôt en retard, au contraire, plutôt en avance. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en avant pour mieux comprendre nos vulnérabilités, pour mieux forger
notre résilience. Voilà, je vous ai mis dans la dernière slide l'ensemble des références scientifiques que nous avons publiées avec cette équipe de recherche et sur lequel s'appuient en partie ces résultats. Je vous remercie de votre attention. Voilà, je suis à votre disposition pour en discuter. Oui, on peut applaudir. Thank you very much, Madame Dubois, for your presentation. It gives us an insight in those elements who are important to handle, and I think every municipality can now look at themselves and see what is my position after the shock. Am I able to react? Am I able to look forward? And yeah. Oui, notre président fondateur veut passer quelques mots. Gérard. Oui. Ah oui, absolument. Oui, je ne la vois pas. Oui, madame, je voulais vous remercier pour votre intervention. Vous féliciter pour cette approche méthodologique tout à fait originale, me semble-t-il, et qui nous donne très rapidement un coup d'œil des différences qui peuvent exister entre différents pays. Et je voulais vous dire que vous avez souscrit à mes voeux, car quand je faisais des observations que je voulais humoristiques sur la résilience, en fait, vous m'avez anticipé puisque vous avez chaque fois donné la définition. Et moi, ça me convient bien quand il y a la définition telle que vous l'avez faite. Voilà, et bonne continuation pour vos travaux et félicitations encore une fois à toute l'équipe. Et est-ce que vos slides que vous avez présentés seront accessibles en ligne quelque part? Je ne sais pas. Oui, peuvent être mises à disposition, effectivement. Et après, nous allons publier un certain nombre d'éléments, mais bon, les délais universitaires et académiques sont parfois un peu plus longs, mais nous sommes dans un processus de valorisation de ces résultats de façon un peu plus poussée que des moyennes, d'ailleurs. OK, merci. Xavier un message de Françoise Deltesco qui donc a travaillé sur cette étude avec Madame Dubois. En fait, on a prévu une publication des éléments de cette étude au niveau du syndicat DDG, le SNDGCT, et il y aura aussi des éléments seront rapportés dans la prochaine ou une prochaine newsletter de l'UDIT. Voilà, c'est important que les gens... On aura accès à ces éléments en plus de la visio qui est déjà, à mon avis, assez complète. Autre commentaire ou réaction Je garde le micro. Oui, Madame Dubois, je voulais vous poser la question, donc avec votre équipe, ou au moins au titre de vos recherches, vous avez donc focalisé sur l'aspect financier, ce qui est effectivement une bonne entrée en matière. Moi, je suis un ancien financier, donc ça me parle beaucoup, mais est-ce que vous avez prévu d'aller sur les autres champs de l'action des gouvernements locaux, alors toutes les politiques, on va dire fonctionnelles, ce que j'appelle fonctionnelles, l'impact sur la gestion des services sociaux, l'impact sur la gestion d'un service urbanisme, par exemple, avec un impact très fort sur les capacités de délivrance des permis et des retards qu'on a dû après absorber. Est-ce que tout ça, c'est prévu dans vos schémas d'études ? Alors, en fait, on est parti de ce concept de résilience financière, mais les capacités qu'on met en avant, elles sont très larges, elles ne sont pas du tout spécifiques aux services financiers. On a enquêté sur des éléments financiers, mais on a alors un peu moins en France, où on a pas mal eu des réponses de direction générale et de financiers, mais particulièrement en Italie et en Grande-Bretagne, on a aussi ciblé tout ce qui était éducation, services sociaux, services sanitaires. Donc les réponses en réalité sont plus au niveau de la collectivité que spécifiquement sur les services financiers. C'est une appréhension globale. Alors évidemment, sur les grosses collectivités, il peut y avoir des grandes différences entre services, mais globalement quand même, on a plus nos résultats, à notre sens, illustrent plus les capacités au niveau de la collectivité, et donc sans rentrer dans le détail, parce que ça reste une étude quantitative sur un ensemble de la collectivité plus qu'un service précis. Mais c'est vrai que, par contre, l'outil est en réalité réplicable, et ces capacités qu'on souligne, elles ont un sens pour beaucoup de services. Moi, je pense, pourquoi je vous fais la remarque, c'est que j'ai souvent peur qu'un terme comme financier ou peu importe
urbanisme, ou bref, ces choses-là nous catégorisent. Et en tout cas, en France, on a ce petit défaut de travailler parfois en silo. Et on se priverait, à mon avis, d'un outil qui a une vocation, comme vous le dites, et je suis totalement d'accord, assez universelle, avec des profils de résilience. Le terme résilience étant important, mais le terme financier qui vient tout de suite après dans le titre, en tout cas de votre intervention, c'est vrai, moi j'ai peur que ça prive un peu d'une certaine dynamique dans, si je peux employer ce terme-là, le marketing ou la diffusion des résultats de l'étude. Enfin, mais c'est vrai que sur cette... Alors, c'est amusant parce qu'en réalité, en Italie, il y a eu un plan national qui s'est appelé Résilience financière ou résilient. Et du coup, on a eu plus de mal à avoir des résultats des Italiens qui étaient un peu énervés par ce terme, et on a dû changer un peu le terme. Alors, nos enquêtes sont parties de la résilience financière, mais plus on avance, plus on s'intéresse plutôt à l'aspect général et direction générale. Et vous avez raison, sur cette résilience-là, c'est seulement certains aspects qui sont financiers. Donc, je suis d'accord avec vous qu'on avance plutôt dans nos publications-là sur des notions de résilience globale. Après, la résilience organisationnelle a beaucoup de travaux et d'autres façons de le prendre, beaucoup plus techniques face aux risques climatiques ou environnementaux aussi, où il va y avoir des appréhensions un tout petit peu différentes. Que vous avez mentionné d'ailleurs tout à l'heure. Oui, mais c'est vraiment dans la ligne de ce qu'on s'est dit là. Effectivement, là, je pense que dans la résilience, il y a un terme qu'on définit, mais finalement, il y a aussi la question, et qui est importante, du retour à la normale. Et je pense que dans les profils de résilience, il y a cette étape intermédiaire que moi, je pense qu'on doit commencer à réfléchir et qui se pose en France, parce qu'en France, en tout cas, pour que tous nos auditeurs comprennent bien, on se pose aujourd'hui la question, et d'ailleurs, la psychanalyste et philosophe qui nous a introduit le congrès territorialiste l'a bien dit, on se pose la question de l'impact sur la démocratie de l'état d'exception du point de vue du droit ou du point de vue des normes ou des règles. On n'a jamais eu autant de production de règles d'exception, à ma connaissance, en tout cas du point de vue du droit français. Et c'est la question du retour finalement à un état qui n'est plus état d'urgence, ou est-ce qu'on va être dans un état d'urgence intermédiaire, permanent? C'est une vraie question de fond, et je pense que dans votre étude sur la résilience, il y a cette étape légèrement intermédiaire où finalement peut-être postérieure à ce que vous appelez vous la résilience. Moi j'adhère, hein, donc la définition est claire, je suis comme Gérard, j'adhère, mais après c'est qu'est-ce qu'on fait pour revenir à la normale? C'est quand le retour à la normale? C'est quoi le retour à la normale? Et est-ce qu'on va revenir sur la même normalité qu'avant? Alors ça vient à mon sens refléter les deux dimensions de la résilience. Est-ce qu'on veut retourner à l'état d'avant, ou est-ce qu'on est en train de, grâce à des capacités à s'interroger, à avoir un esprit critique, etc., est-ce qu'on veut aller vers un modèle? Et moi, ma compréhension de la résilience est certainement plutôt sur ce bounce forward, à la capacité à se transformer, parce que les chocs, et en particulier les chocs climatiques, hein, qui, à mon sens, gardent malheureusement toute leur ampleur, et les chocs environnementaux de façon plus large, écologiques, vont nécessiter une adaptation et une transformation. Donc, la retour à la normale, je ne sais pas si on va pouvoir avoir un retour à la normale, parce que j'ai peur que les crises deviennent une habitude, et il faut donc qu'on transforme nos modèles. Donc le retour à la normale questionne effectivement, comme vous le dites, ce qu'est la normale, ce qu'elle doit être. Est-ce que la normale n'est pas une nouvelle normalité à inventer et vers lequel se diriger? Thank you, Xavier. I think it brings us also to the question in general, what is the capacity of our municipalities to react on the new challenges, not only financially, but also on other levels other policy levels. It brings us to the question what are the weaknesses of our municipalities, and how can we strengthen them in the future, in reaction to what happened after the pandemic. It shows also the diversity, not only between the countries, as you mentioned, between Italy and England, but also between little and small municipalities within each country. And I can imagine that every municipality is now thinking, what now? What can I do now to
increase my capacity to react on the new challenges in the future. That's just an observation for me. And maybe Philippe has also some comments and some questions to Céline before we close this session. Non, je pense que je voulais juste rebondir par rapport à ce que tu disais, Ronnie, la capacité de réaction des pouvoirs locaux. Je ne sais pas comment ça s'est fait en France, mais en Belgique, toutes les décisions sont prises au niveau fédéral. Régional, il y a eu des concertations, mais finalement, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été mises sur les épaules des collectivités locales. Et effectivement, bon, il y a cette capacité financière d'absorber, etc. Mais à part ça, je trouve que on a quand même vu, quelle que soit la situation locale, du répondant. On a applaudi pendant de nombreux mois, à juste titre, les gens dans les soins de santé. Je pense qu'à un certain moment, on aurait pu aussi applaudir pour nos collaborateurs. Parce que à différents points de vue, ces gens qui, à leur niveau, ne sont pas drillés à gérer des crises, ne sont pas formés à ça, ils ont quand même apporté des réponses aux gens et aux demandes des citoyens. Et comme mon collègue disait, l'étape revenir à la normale, à la limite, c'est la partie la plus compliquée. Hein, parce que confiner, fermer l'espace public, fermer des institutions, etc., c'est facile à contrôler. Après, avec la multitude de règles et protocoles, c'était une complexité. Et je vois, en tout cas, en région bruxelloise, les collègues, ils ont réussi. Ils ne l'ont pas fait seuls, mais ils ont réussi avec leurs collaborateurs, chacun à son niveau, à trouver des réponses pour revenir à la normalité, quelle que soit la définition de la normalité, parce que plus rien ne sera de la même chose qu'hier, que ce soit dans les services qu'on donne, que ce soit dans la manière dont on va. Par exemple, ici, faire des conférences il y a 5 ans, je ne pense pas que c'était pensable de faire des vidéoconférences. En tout cas, ça aurait été considéré comme quelque chose de rébarbatif, etc. Maintenant, on va aller vers ça. Je pense que chacun dans ses villes, ses communes fonctionne avec la technologie avec succès. On va devoir s'adapter à certaines choses. Il faudra probablement former nos gens à faire face à ce télétravail, comment gérer ça, comment contrôler, entre guillemets, contrôler. Et je pense que on va peut-être plus se déplacer pour 2 heures. On va plutôt prendre l'ordinateur, on met Teams, Zoom, tout ce qu'on veut, et on avance. Thank you, Philippe. Maybe, Madame Dubois, a last comment from your side before we close this meeting. Non, merci de m'avoir donné cette possibilité de présenter nos recherches, parce que nous, ce qu'on veut, c'est vraiment les partager avec les praticiens et que ça ne soit pas une recherche perchée là-haut dans nos universités. Donc, merci de cette opportunité de participer, d'échanger avec vous. Thank you. I'm sorry, we have one last question. Can you please confirm that you can see? Bonjour, Madame Dubois, Christian Valentini. Je suis un DGS d'une commune de la Charente-Maritime. J'ai une observation à faire. Juste en regardant les schémas que vous nous avez présentés, j'ai eu le sentiment que toutes les réponses européennes des différents pays étaient un peu toutes dans le même sens. Il y a eu quelques distorsions, effectivement, du Royaume-Uni et un peu de l'Italie, mais finalement, on a l'impression que les pays d'Europe sont un peu sur les mêmes réponses, globalement. Hein. Et ce que je me demandais aussi, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas approfondir ces observations par une étude sur des coefficients de corrélation entre les réponses et les pays. Enfin, voilà. Non, alors voilà, bien sûr, ouais, non, mais vous avez parfaitement raison. C'est ce que je vous disais d'ailleurs au niveau, c'est au niveau organisationnel de chaque organisation que ces résultats ont vraiment un sens. Et là, je
vous ai présenté pour illustrer un peu aussi et présenter ces capacités, les résultats par pays. Alors, sur les graphes, ça ne paraît pas très bien. Il y a des différences significatives entre les pays, mais majoritairement, ce qu'on va étudier, nous, c'est au cas par cas et comment le développement de telles capacités. Par exemple, dans des études précédentes, on s'est rendu compte que plus on avait de capacités d'anticipation, plus on voyait les capacités, les stratégies de transformation des collectivités apparaître. Alors qu'au contraire, moins on en a et plus on allait sur des retours à la normale de la situation d'avant crise. Donc oui, là, on est au début de nos analyses. Après, ça donnera lieu à des publications académiques, puis autres. Mais oui, là, c'est vraiment une illustration assez simple par pays, mais la différence est beaucoup plus marquante entre collectivités d'un même pays, ou comme vous le disiez aussi, entre collectivités de différentes tailles. C'est aussi un élément qu'on va regarder. Est-ce qu'on voit apparaître des profils aussi par taille? Mais l'idée, c'est de comprendre le lien entre ces dimensions, entre la performance, qui sont aussi ces éléments sur lesquels on a enquêté, entre la façon dont on fait sens par rapport à la crise. Donc, essayer de comprendre les liens entre toutes ces relations en allant sur le niveau individuel. Tout à fait. Mais là, c'est une première. L'enquête a été menée il y a assez peu de temps. C'est un premier retour. Okay, thank you very much for your last answer, and thank you very much for your presentation. And for the time you spent with us during a Saturday morning, it's not evident. But thank you very much again, and thank you everyone. And thank you for your time. And we close this session this morning. Thank you very much, and goodbye. Merci, au revoir.